Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez unique. C'est un texte court mais d'une intensité vraiment incroyable. Oui, c'est un appel public qui met en lumière une tension très très vive au cœur d'un processus électoral. Le point de départ, c'est une demande qui peut sembler administrative, une demande adressée à un organisme qui s'appelle ELECAM. Et ECAM, oui c'est ça, pour Elections Cameroun. C'est l'organe qui est en charge de toute l'organisation des élections dans le pays. D'accord. Et toute la discussion, en fait, elle s'articule autour de cet acteur. Exactement. Et l'enjeu principal, c'est la transparence des résultats. On va décortiquer ensemble la logique de ce texte parce qu'elle est fascinante. Hmm. Comment il part d'une revendication presque technique pour en arriver à des accusations d'une gravité extrême. Et surtout, quelle action il propose à la fin. Et pour être très concret, le nerf de la guerre, c'est un chiffre, 31 653. Ah oui, Ce chiffre, il est martelé dans le texte. Il représente le nombre total de bureaux de vote dont les procès-verbaux, les fameux PV, d'accord. n'auraient pas été rendus publics par cet organisme, par Elecam. Toute l'argumentation part de là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas présenté comme une simple requête. Le texte se place d'emblée sur le terrain de la loi. Tout à fait. Il cite l'article 113 du Code électoral. En gros, l'auteur dit ce n'est pas une faveur, c'est une obligation légale qui n'est pas respectée. C'est une posture très habile. En invoquant la loi, il s'approprie une forme de légitimité. Il ne se positionne pas en opposant, mais en citoyen qui exige simplement que la règle du jeu soit respectée. C'est beaucoup plus puissant, quoi. C'est ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le texte bascule, on aurait pu s'attendre à un argumentaire très juridique, très technique, mais en fait, Pas du tout non, il quitte ce terrain-là presque immédiatement pour poser des questions qui sont de pures accusations. oui, on lit des phrases comme est-ce pour cacher quelque chose, est-ce pour manipuler les résultats, c'est très direct. C'est ce qu'on appelle un procès d'intention. C'est très efficace. Il ne dit pas «il y a eu fraude», parce que ça, il faudrait le prouver. Bien sûr. Il pose juste la question. Et en posant la question, il instille le doute. Le simple fait de ne pas publier ses PV est immédiatement interprété comme une preuve de dissimulation. Et du coup, toute la crédibilité de l'institution est remise en cause. Exactement. Mais on pourrait imaginer la défense d'Elecam, non? Il pourrait très bien dire que publier plus de 31 000 procès-verbaux, c'est un défi logistique énorme. Bien sûr. Et c'est sans doute l'argument qui serait avancé. La centralisation, la numérisation, ça prend du temps. Oui, Mais la force de ce texte, c'est qu'il rend cet argument presque inaudible. En se concentrant sur le pourquoi du refus plutôt que sur le comment, il disqualifie par avance toute justification technique. le message c'est vos excuses logistiques ne nous intéressent pas, le simple fait de ne pas publier est suspect. C'est ça. Le débat est déplacé du terrain de la logistique au terrain de la morale. On passe donc d'un simple manquement administratif à une véritable crise de confiance. Une crise de confiance fondamentale. Le texte parle d'un impact sur la crédibilité de l'institution et sa capacité à organiser des élections transparentes et impartiales. Donc le non-partage de ces documents devient un symbole. Le symbole que l'arbitre du jeu est partial. Et à partir du moment où on n'a plus confiance en l'arbitre, eh bien, tout le jeu démocratique s'effondre. La question n'est plus où sont les PV, mais peut-on encore faire confiance à ceux qui les gardent? Et après avoir posé ce cadre, cette crise de confiance, on sent que le texte, il abandonne toute prudence. Le ton se durcit de manière spectaculaire. Ah oui, là on quitte complètement l'analyse politique pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus viscéral, de plus émotionnel. L'auteur parle de simulacre de démocratie. Ce n'est plus une critique de la gestion d'une élection, c'est une remise en cause de la nature même du régime. Et puis, il y a ce passage qui est sans doute le plus violent. Il fait un lien direct, de cause à effet, entre cette opacité électorale et la violence physique. Oui, la phrase est terrible. La phrase est glaçante. Nous ne pouvons pas cautionner la mort de nos frères et sœurs qui sont tués à cause de ces élections. C'est le point de non-retour du texte. Là, l'enjeu n'est plus la victoire d'un candidat ou même la démocratie, l'enjeu c'est la vie humaine. C'est une accusation d'une gravité absolue. Oui, l'auteur accuse l'institution, par son manque de transparence, d'avoir du sang sur les mains. Il transforme une dispute sur des documents en crise humanitaire. C'est incroyable de voir comment un document aussi technique qu'un procès-verbal peut devenir, par la force des mots, un symbole qui oppose la vie et la mort. C'est toute la puissance de la symbolique en politique. Personne ne va se battre pour un formulaire, un bout de papier. Non, bien sûr. Mais si ce papier devient le symbole de la justice, de la vérité, et
et que sa rétention est présentée comme une cause de violence, alors là, il acquiert une puissance de mobilisation énorme. Le texte dénonce ce qu'il appelle une tyrannie institutionnelle. Et le PV en devient la preuve matérielle, l'arme du crime en quelque sorte. Donc, si on résume, on part d'un article de loi, on passe par la suspicion de fraude et on arrive à une accusation de complicité de meurtre. Le crescendo est impressionnant, hein. C'est très bien construit. Face à un diagnostic aussi sombre, on se demande quelle est la solution proposée. Le texte ne reste pas dans la simple dénonciation, n'est-ce pas? Non, et c'est là qu'il redevient très stratégique. Après cette montée en tension, il propose une voie à suivre. Et d'abord, il dit ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Il y a cette phrase très claire. La violence n'a jamais réussi à imposer une solution. C'est un positionnement important. En rejetant d'emblée la violence, l'auteur se place du côté de la légitimité morale, du pacifisme. C'est essentiel pour la crédibilité de son appel. Il dit en substance, vœux sont peut-être la cause de la violence, mais nous choisissons une autre voie. Il prône la persévérance pacifique. Les mots qu'il utilise, c'est continuer à revendiquer nos droits et lutter. Ça suggère un effort sur la durée, une forme de résilience. Exactement. Ce n'est pas un appel à la révolution, mais plutôt à une forme de siège, une pression constante et non violente. Que des jeux de pouvoir. Mais cet appel à l'unité, dans un contexte post-électoral qui est forcément polarisé, n'est-ce pas un peu un vœu pieux? C'est une excellente question. Et c'est sans doute le plus grand défi. L'auteur en est conscient, je pense. En qualifiant les élections de jeu de pouvoir, il essaye de faire prendre de la hauteur. De dire que l'enjeu est plus grand. Voilà, il dit « Oubliez vos candidats. L'adversaire commun, c'est le système lui-même, c'est l'opacité. Et face à ça, on doit être unis. Il tente de créer un nouvel adversaire commun, qui n'est pas l'autre camp, mais l'institution. » Précisément, la stratégie, c'est de focaliser toute l'énergie, toutes les colères des différents camps vers un seul objectif, concret, quantifiable. Obtenir ces 31 653 PV. C'est une cible unique pour transcender les divisions. Et cet appel à l'action se termine de manière très pragmatique. Ce n'est pas une grande envolée lyrique, c'est un mode d'emploi. Oui, la conclusion est incroyablement directe. Il ne dit pas seulement « unissons-nous », il dit « voici ce que vous allez faire maintenant sur votre téléphone ». La phrase est clairement pensée pour être copiée-collée. Tout à fait. Que chacun écrive sur sa page. ECAM rendez public les PV des 31 653 bureaux de vote. Le peuple camerounais a le droit de les consulter. C'est une stratégie de pression publique décentralisée, parfaitement adaptée aux réseaux sociaux. C'est une tactique classique de l'activisme numérique. Ce qui est intéressant ici, c'est son extrême simplicité. On ne demande pas de signer une pétition, de donner de l'argent. L'action est conçue pour avoir le moins de friction possible. Juste un copier-coller. Exactement. Ce qui maximise le potentiel de viralité. C'est le clicktivisme dans sa forme la plus pure. Et le but recherché, au fond, c'est quoi? Inonder les réseaux sociaux? Le but est double, je pense. D'abord, créer un déluge de notifications, de mentions publiques que l'institution ne pourra pas ignorer. Rendre la pression visible. D'accord. Et ensuite, et c'est peut-être le plus important, c'est de montrer aux participants qu'ils ne sont pas seuls. Quand vous postez ce message et que vous voyez des centaines d'autres personnes faire la même chose, ça crée un sentiment de force collective. C'est une boucle de rétroaction positive. Alors, pour conclure, si on prend un peu de recul, on a un texte qui fait un parcours assez vertigineux. Il part d'une demande quasi technique, fondée sur un article de loi. Mais il arrive à un mot d'ordre pour une campagne virale sur les réseaux sociaux. C'est une parfaite illustration de comment une revendication de transparence administrative peut devenir le catalyseur d'un mouvement de contestation beaucoup plus large. La bataille pour l'accès à l'information, ici ces fameux PV, est présentée comme la bataille pour la démocratie elle-même. C'est ça. On voit bien que ce n'est pas juste une question de paperasse, mais une question fondamentale de pouvoir et de confiance. Et la méthode proposée, cette combinaison de non-violence, d'unité et d'activisme numérique, est tout aussi significative que la demande elle-même. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante, qui va bien au-delà de ce cas précis. Ce texte, il met toute sa confiance dans la publication des données brutes comme solution miracle. Pour restaurer la confiance. Voilà. Et on peut se demander, dans notre monde actuel, saturé d'informations, de fake news, est-ce que la simple transparence, le fait de jeter des milliers de documents en pâture au public, est-ce que c'est vraiment suffisant pour construire ou reconstruire la confiance? Ou est-ce que ça ne fait que déplacer le problème
Exactement. Est-ce que ça n'ouvre pas la porte à une nouvelle guerre, celle de l'interprétation de ces données?